Merci de suivre la chaîne Leader. Ravi de vous retrouver. Le grand journal. Voici les titres. Sédhiou franchit un pas vers l'autonomisation de la femme. Dans ce journal, Eric Nimadi nous parle des succès de la récolte du projet de pisciculture, du profit pour les femmes issues de plusieurs villages. Et puis les Bissau-Guinéens ont voté ce dimanche. Ils sont 600 000 à devoir choisir un parmi les 9 candidats en liste. Le scrutin intervient après la mort en janvier du président Malam Bekay Sagnan. Bonsoir. D'abord, deuxième et dernier jour de vote pour les militaires et paramilitaires. Au lieu de vote, les martyrs au camp militaire de Thiaroye, tout s'est bien déroulé. D'ailleurs, par rapport au premier tour, le taux de participation a connu une légère hausse. Tout de suite, je vous propose d'écouter Jean Klosek, observateur de l'Union européenne, et Alun Koulibaly, président de la CEDA de Pékin. Ils sont au micro de Penamo. Le vote s'est passé dans le calme et la sérénité. Et c'est l'objectif majeur qui est recherché par tout le peuple sénégalais. Nous voulons que ces élections, que ce soit le vote militaire ou que ce soit le vote civil qui se déroulera le 25 prochain, se déroulent dans le calme et la sérénité et qu'on ne relève aucun trouble qui puisse perturber le choix des électeurs sénégalais. Pour l'ensemble des votants qui regroupent ces 3 bureaux, il y a 1928 électeurs. Et nous avons enregistré pour les 2 jours, c'est-à-dire hier et aujourd'hui, 558 votants. Il y a un léger mieux par rapport à ce qui s'était passé pour le premier tour. Environ pour le pourcentage, on peut caler à hauteur de combien? Bon, c'est-à-dire pour le pourcentage, c'est à 28,94%. Pour le second tour? Pour le second tour. Et pour le premier tour, c'était combien? Pour le premier tour, c'était 23,92%. Comme nous avons bien suivi tout le deuxième tour, ici on se trouve pour la deuxième fois parce que nous sommes venus pour l'ouverture, nous sommes venus aussi pour la clôture. On a fait Dakar, Guédiawaye, Pékin, Rufisque, j'espère que je prononce bien. Donc disons tous les 5 lieux de vote où il y avait le vote militaire. Ce que je peux constater, qu'on n'a pas observé les problèmes majeurs au niveau de la sécurité et aussi au niveau des régularités des procédures. À présent, je vous invite à voir une bonne pratique sur les chemins de l'autonomisation de la femme. Cela s'est passé à Sédhiou. De braves dames ont été financées dans le cadre d'un projet de pisciculture. Elles ont réussi à récolter près de 700 kg de poissons et tout a été commercialisé sur place. Une manière pour les initiateurs du projet d'appuyer la femme rurale. Le reportage est signé Eric Nimadi. Elles sont venues de plusieurs localités de la région pour prendre part à cette journée du poisson. Les femmes du Pakao, de Maranda, de Oudoukar et de plusieurs autres villages environnants étaient aux côtés de leurs consoeurs de Sédhiou pour procéder à la première récolte de ce projet d'aquaculture. Une journée particulière, très chargée. Pour commencer, ces femmes ont fait face aux organisateurs, une rencontre qui leur a permis de cerner les tenants et les aboutissants du projet. Pendant ces 3 jours-là, nous avons sillonné pour aller inviter les femmes, quelques femmes responsables de ces localités, pour qu'elles viennent assister ici à la récolte et s'entretenir aussi avec le chef de service de l'ANA. Nous sommes en train de vulgariser parce que l'agence a installé avec le grand marabout de Bogal. Nous avons 8 bassins en béton à Bogal qui seront bientôt inaugurés. Et nous sommes aussi dans la communauté rurale de Bona, de Djakunda, même à Nyuroki, il y a des bassins aussi. Après cette cérémonie, tout ce beau monde s'est donné rendez-vous sur la rive pour se rendre sur la plateforme piscicole à bord de ces pirogues. Des pirogues très vite prises d'assaut par des personnes qui voulaient satisfaire leur curiosité. Une belle expérience que certains veulent démultiplier chez eux. Et on a vu que il y a 3 mois,
quand le projet était là démarré, les gens n'y croyaient pas, c'était une utopie. Et aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte que c'est une réalité. Maintenant, il reste de multiplier des projets du genre dans les autres localités. Moi, en tant que président du conseil rural, je considère que des projets pareils peuvent bien réussir chez nous comme à Djiridji. Pour cette première récolte, les femmes sont retournées avec dans leur bassine 700 kg de poissons. Un poids insuffisant par rapport aux prévisions à cause de la qualité des aliments. Le promoteur a donc décidé de racheter tout le stock pour empoisonner le second stand de reproduction flambant neuf. Une façon pour lui de disposer plus de poissons pour élargir la plateforme. On a deux options. Soit on reproduit les poissons, on va les retrouver à la poêle, on les mange tout de suite, c'est faisable. Ou bien ces poissons-là, on les achète pour empoisonner ce bassin de reproduction. Parce que si nous laissons ce bassin comme ça, on va avoir du retard dans le process d'empoisonnement qu'on veut faire au niveau de la région. Tout en sachant que dès le mois prochain, nous avons déjà pour objectif d'être sur Mankono, avec l'ANA bien sûr, qui est projet sponsor, au niveau de Oudoukar, de Maranda et de Mankono. Pour les mois à venir, les femmes de Sédhiou veulent disposer de 50 cages, un nombre qui leur permettra de récolter 200 tonnes de poissons par an et d'être en même temps une pépinière pour le développement de la pisciculture dans le reste de la région. Deux grandes rencontres sur le calendrier de la Confémen. Il s'agit principalement de la 55e session ministérielle et des assises sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Alors, pour bien préparer ces manifestations de dimension internationale, la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage réunit ses correspondants nationaux. Il faut mieux les outiller en vue d'une bonne tenue de ces rencontres. El Hadj Ndiaye. La Confémen, la conférence des ministres de l'éducation ayant le français en partage, continue de dérouler son plan d'action 2012. Cette rencontre constitue une des étapes des stratégies du secrétariat permanent de l'organisation. Ce groupe de travail, qui est un cadre de réflexion, est une instance d'échange et de partage pour ses correspondants nationaux. De par votre statut de correspondante et de correspondant national, vous êtes le porteur et le défenseur des politiques et des stratégies de la Confémen dans vos pays respectifs. Vous contribuez très efficacement au rayonnement de notre institution sur la scène nationale et internationale. Et vous êtes les experts de vos ministères auprès de la Confémen. Réunis à Dakar pendant 3 jours, ces différents participants vont examiner plusieurs rapports déjà élaborés. Le rapport technique et financier 2011 de la Confémen, les nouvelles orientations du PASEC, la reprogrammation 2012 des activités de la Confémen, la préparation des assises sur l'enseignement technique et la formation professionnelle prévue au Burkina Faso en septembre 2012, la préparation de la 55e session ministérielle prévue au Tchad en décembre 2012. La Confémen regroupe 44 pays. Elle compte sur son programme d'analyse des systèmes éducatifs pour le développement de l'éducation dans tous les pays membres de l'organisation. Au mois de juin, le Brésil abrite le sommet sur le développement durable. Rio + 20 est important aux yeux de l'ONG ENDA Tiers-Monde. Déjà, elle communique sur les véritables enjeux de cette rencontre. Elle vient de lancer son programme intitulé ENDA à Rio + 20. Abdoulaye Sinkare nous explique. En 1992 se tenait en Rio de Janeiro le sommet de la Terre. Celui-ci avait donné naissance à l'agenda 21, un engagement des peuples à lutter contre la pauvreté. 20 ans après, Rio + 20 veut, au-delà de la commémoration, débattre de questions de fond. Parmi les domaines prioritaires, le cadre institutionnel et le concept même de développement durable que certains proposent de remplacer par économie verte. Nous ne sommes pas directement d'accord car nous préférons garder le concept de développement durable avec l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect environnemental. On veut, je dirais, introduire ce concept pour remettre finalement uniquement l'économie, je dirais, en première ligne du développement, alors que justement tout l'intérêt du développement durable, c'était de mélanger en même temps l'environnement, le social et l'économie. Comme en 1992, ENDA veut participer à la recherche d'alternatives, avec la conviction que Rio + 20 ne sera pas juste.
Un sommet de plus. Cette fois, ce sera légèrement différent parce qu'encore une fois, les chefs d'État vont devoir se prononcer ou bien en tout cas s'accorder sur ces deux questions dont je viens de parler, c'est-à-dire l'économie verte et l'architecture institutionnelle. Alors sur les deux questions, ENDA a développé des positions. Et ces positions-là essaient de tenir compte des besoins mais également des priorités de l'Afrique. Cette rencontre était l'occasion pour ENDA Tiers-Monde de relancer son magazine de référence, Vivre autrement. Consacré au consommé local, le journal avait disparu des kiosques depuis une dizaine d'années. L'harmonisation ou la coordination des stratégies de lutte contre le sida avec la Gambie doit être envisagée. C'est la conviction des autorités sanitaires de Fatick. La mobilité des populations le long de la frontière doit inciter à choisir cette option. Pour l'heure, l'idée fait son chemin et pourrait être matérialisée au grand bénéfice des deux pays. Omar Diao. Face à la mer, à la fois nourricière et périlleuse, des canaux d'une autre époque, injuriés par le temps. Aucune menace à l'horizon de Foundiougne comme jadis. Aujourd'hui, le péril est tout autre. Il est sanitaire et s'appelle SIDA. Il ne se passe pas un jour où on ne dépiste pas un ou deux malades de plus. Il y a beaucoup de perdus de vue parce que nous sommes dans une zone géographique assez particulière avec le mouvement des populations. Les stratégies mises en œuvre dans cette zone constituent des adaptations à un milieu naturel marqué par l'eau. 7% des populations de la région de Fatick vivent en zone insulaire avec 28 îles. 50 000 personnes vivent dans ces 28 îles. Et il faut vraiment porter l'information véritablement vers ces îles, porter également tous les autres programmes. Je pense particulièrement à la promotion de la PTM, mais également à la promotion du conseil de puissance volontaire au niveau de ces zones-là. Compte tenu de la mobilité des populations et de la proximité de la Gambie, une harmonisation et une coordination des activités n'est pas superflue. Nous allons vers une collaboration transfrontalière. C'est dans ce cadre-là que nous allons essayer de voir ensemble avec la partie gambienne quelle stratégie faut-il mettre pour qu'on puisse se parler régulièrement, mais qu'on puisse voir quelle stratégie faut-il mettre pour ne pas perdre ces patients-là. Pour un suivi laboratoire de qualité, plus de moyens doivent être dégagés pour améliorer les prestations. Nous, c'est l'équipement surtout du laboratoire qui nous préoccupe. L'absence de budget au niveau du laboratoire constitue un frein. Malgré le coût relativement bas des examens de laboratoire, ils sont inaccessibles à certains malades. Il s'agit là d'un élément susceptible de détourner les patients des soins et pour lequel on doit trouver une solution rapide. Actualité hors de chez nous, les Bissau-Guinéens ont voté ce dimanche. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les 600 000 électeurs appelés aux urnes vont départager 9 candidats en lice. Parmi ces candidats, l'ancien Premier ministre Carlos Gomez et l'ancien président Kumbayala. En Guinée-Bissau, près de 600 000 électeurs doivent choisir leur futur président. Ce pays très pauvre de l'Afrique de l'Ouest est connu pour son instabilité politique. Il est aussi le point de transit du trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Les électeurs attendent beaucoup du vainqueur du scrutin. Il faut qu'il y ait un changement sérieux dans ce pays. Le vote doit être honnête et transparent. Je lance un appel à toute la population et aux candidats pour que le camp qui perde se résigne et attende son tour. Le riz coûte cher et nous les femmes, nous travaillons du matin au soir. Nos maris sont mal payés et nos enfants ne fréquentent pas de bonnes écoles, faute d'argent. Cette élection a été organisée après le décès en janvier du chef de l'État Malamba Kaissania, mort des suites d'une maladie. 9 candidats sont en lice dans cette ancienne colonie portugaise qui est devenue indépendante en 1974. Parmi les favoris, il y a l'ancien président Kumbayala et l'ex-premier ministre Carlos Gomez. Le vainqueur espère un retour à la normale, car depuis 1998, la Guinée-Bissau a connu 2 coups d'État et un président en exercice a été assassiné. En Syrie, les violences se poursuivent après Damas hier. Aujourd'hui, c'est la deuxième ville du pays qui a connu un attentat qui a fait 2 morts et plus de 25 blessés. Cette violence notée à Alep intervient à la veille de l'arrivée d'une mission onusienne.
Immeubles détruits, voitures soufflées. Alep, deuxième ville syrienne, a été frappée par un nouvel attentat à la voiture piégée ce dimanche. L'explosion a eu lieu dans le quartier de Soulimanié, à proximité du siège de la sécurité publique. La bombe a été placée entre deux bâtiments résidentiels fortement endommagés par l'explosion. Pour certains membres de l'opposition, le régime de Bachar al-Assad est responsable de l'attaque. De son côté, la télévision d'État syrienne rejette la responsabilité sur des terroristes. Cet incident intervient au lendemain de deux attaques à la voiture piégée à Damas, la capitale. À Alep, c'est la deuxième attaque du genre. Il y a un mois, un double attentat à la voiture piégée y avait fait 28 morts et plusieurs centaines de blessés. En Côte d'Ivoire, une équipe d'enquêteurs de la Cour pénale internationale s'est rendue à Douékoué. Dans cette ville du Nord, les forces de l'actuel président sont soupçonnées d'avoir commis de nombreuses forfaitures et on redoute même l'existence de charniers. Quartier Carrefour à Douékoué. C'est ici qu'ont eu lieu d'importants massacres en mars 2011 lors de la prise de la ville par les forces loyales à Alassane Ouattara. Un an après, la zone porte encore les stigmates de ces violences. Les enquêteurs de la Cour pénale internationale viennent vérifier l'existence et les emplacements de charniers. Cet endroit a été signalé par la population et dans de nombreux rapports d'experts internationaux. Pour la première fois, les scientifiques de la CPI font un constat sur le terrain. Pour des raisons de sécurité, certains resteront anonymes. Seul le médecin légiste de la Cour est autorisé à parler. C'est une sonde archéologique qui sert à tester les différences de densité du sol, de voir s'il y a des obstacles qui sont souterrains, comme des corps, et de confirmer éventuellement la présence de cadavres inhumés sur le site. Avec cette sonde, il tente de dissiper le doute. Ici, il y a une odeur de putréfaction à cet endroit. Le sondage du sol est complété par un drone qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les sites. Une opération concluante pour les experts. Aucune des constatations qui ont été faites lors de l'examen préliminaire de cette zone ne vient contredire l'hypothèse de charnier. Il y a des arguments au contraire positifs qui viennent créditer cette information. L'arrivée d'enquêteurs internationaux ne passe pas inaperçue. La population vit au quotidien à côté de ces charniers où des cadavres de certains de leurs proches ont été ensevelis. Ces habitants placent beaucoup d'espoir en la présence de ces étrangers. Ils n'ont rien à nous cacher et à cacher aux yeux de l'opinion internationale. Mais l'Ivoirien en tant que tel, lui, il peut être partisan. On ne sait pas de quel bord il est. Il peut donc cacher la vérité et faire brandir le mensonge. C'est pourquoi nous voulons que ce soit des étrangers qui viennent enquêter sur la situation de la Côte d'Ivoire. À Douékoué, beaucoup d'éléments laissent présager la présence de charniers. Pourtant, les fosses communes présumées ne seront pas ouvertes ce jour-là. À son retour à Abidjan, le médecin légiste prépare un rapport et fait un débriefing avec le chef de la division coopération au bureau du procureur. L'objectif de cette mission a été atteint dans la mesure où il fallait d'abord ce qui a été documenté à la haie théoriquement, qu'on puisse le documenter, le confirmer géographiquement sur le terrain, sur certains sites, et puis en même temps préparer la stratégie d'enquête pour assembler les éléments de preuve par rapport aux crimes les plus graves et aux plus hauts responsables. Avec les conclusions des experts, le procureur de la CPI doit désormais décider s'il procédera ou non à une exhumation. Le Gamou de Fass-Diacksao est prévu le 7 avril prochain. Déjà les préparatifs avancent. Un CRD spécial a d'ailleurs été tenu. Les autorités administratives et religieuses se sont accordées à combiner leurs efforts pour une organisation parfaite de l'événement. Fanta Badji. Des prières pour démarrer cette réunion consacrée au Gamou de Diacksao, c'est dans la région de Thiès. Réunion présidée par le gouverneur de région en présence du préfet de Tivaouane, du sous-préfet de Médina Dakhar et des chefs de service. Avec le comité d'organisation du Gamou, ils ont ensemble identifié les besoins. Nous avons passé à revue tous les secteurs avec beaucoup de munitions. Et au terme de cette rencontre, l'ensemble des dispositions pertinentes seront prises pour améliorer l'organisation du Gamou. L'édition 2012 du Gamou de Diacksao va connaître beaucoup d'innovations. Tous les secteurs seront pris en charge pour une bonne organisation de la manifestation religieuse. Depuis le secteur
de l'énergie, en passant par l'hydraulique, la santé, la sécurité, l'hygiène et l'assainissement. Il ne fait pas de doute que cette organisation sera améliorée au cours de cette année et nous ne manquerons pas, conformément aux orientations et aux directives qu'on a reçues du chef de l'État, de faire en sorte que cette édition soit la meilleure édition qu'on ait organisée. Le comité d'organisation est composé essentiellement des membres de la famille Si et des talibés. Ils ont vivement remercié les autorités pour leur appui et leur engagement à faire de ce gamou un succès. Le village de Diaksa est connu sous le califat de feu Serigne Abdelaziz Sy. C'est ici qu'il observait sa retraite spirituelle. Le gamou de Diaksa est initié par Serigne Youssoufa Diop, disciple et gendre de Seydi Hadj Malick Sy. Il est prévu le 7 avril prochain. Thierno Amadiba parle de la dimension spirituelle et culturelle de la tariqa Tijania et il a choisi de coucher sa réflexion sur une œuvre littéraire composée de 7 tomes. L'auteur est revenu sur la vie religieuse du musulman engagé en foi. Aïssatou Traoré. Cette cérémonie de dédicace du livre intitulé La dimension spirituelle et culturelle de la tariqa Tijania a été une occasion d'aller à la découverte de l'éminent auteur Thierno Amadiba. Il est celui qui, un jour de l'an de grâce 1981, a reçu d'El Hadji Abdelaziz Sy Dabar l'autorisation d'assurer la continuité de la Zawiya El Hadji Malick Sy de Dakar. Le musulman en général, c'est celui qui d'abord a toujours eu comme objectif principal la recherche de la connaissance. Composé de 3 tomes, l'œuvre revient sur l'origine du wird, les pratiques quotidiennes et hebdomadaires, la retraite spirituelle, entre autres sujets profonds. Tout ce livre, on peut le résumer dans la sourate Wal Asri. Cette sourate-là résume tout l'ouvrage de Thierno. À travers la dimension spirituelle et culturelle de la tariqa Tijania, Thierno Amadiba rappelle aussi le mode d'expansion de la tariqa en Afrique de l'Ouest par El Hadji Oumar Tall. Tant d'exemples de secrets et de litanies évoqués dans cette œuvre pour éclairer la voie du fidèle qui tend vers le salut. Sport, tout à l'heure vous l'avez suivi sur nos antennes, l'AS Douane et Niary Tally se sont neutralisés cet après-midi au stade de Demba Diop. Ces deux formations ont fait match nul 0-0, une rencontre phare de la 7e journée du championnat professionnel de Ligue 1 et nous y reviendrons demain dans Lundi Sport et dans nos prochaines éditions. Tout à l'heure, retrouvez Memouna Ndir pour le journal de la campagne. Juste après, vous avez rendez-vous avec Omar Ning dans le magazine Parlons Programme. Et puis un peu plus tard dans la soirée, retrouvez Aïssatou François Sec qui vous sert le journal du soir. En attendant, merci d'avoir suivi ce grand journal sur la chaîne Leader. Merci et bonsoir.